bienvenue dans cette nouvelle vidéo décryptage. Aujourd'hui, on va parler des produits de la ruche, donc les produits et les ingrédients que fabriquent les abeilles, comme le miel ou la cire d'abeille. Et c'est un sujet pour lequel je ne suis pas vraiment experte. Du coup, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une invitée, Audrey, bienvenue dans cette vidéo. Merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, Audrey, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu comment ça se fait que tu t'y connais en abeilles? Alors, moi j'ai commencé à découvrir un peu le monde des abeilles il y a environ 10 ans. J'étais en master en spécialité communication et développement durable. Et j'ai eu l'idée de mettre en place un rucher dans le magasin où je travaille. Donc ça a pris un petit peu de temps. J'avais un directeur qui était assez frileux sur le sujet des abeilles, parce qu'il avait peur qu'on ait des soucis avec les clients. Et puis on s'est lancé, on a fait une formation d'1 an dans un syndicat apicole. Et voilà, on a commencé l'aventure avec 3 ruches. Mon directeur est devenu fou amoureux des abeilles. Et voilà, l'histoire continue depuis déjà une dizaine d'années. Voilà. Ok, donc il y a 10 ans, tu étais un peu précurseuriste, non? C'était pas encore Oui, dans la mode oui, c'est vrai que c'était pas encore trop développé pour le coup, parce qu'aujourd'hui on voit il y a pas mal de sociétés qui installent des ruches un peu partout, notamment dans les villes. Donc oui, on a commencé assez tôt. Rentrons dans le vif du sujet. Moi, mes questions, c'était sur les produits que fabriquent les abeilles, et notamment ceux qu'on peut retrouver pas mal en cosmétique et dans tout ce qui est santé naturelle. Donc je pense à la cire d'abeille, au miel bien sûr, aussi à la propolis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est tous ces produits, comment ils sont fabriqués par les abeilles? Alors, je vais commencer par le produit le plus connu, le classique auquel on associe les abeilles, c'est le miel, bien sûr. Donc le miel, c'est un produit qui est totalement naturel et qui n'est pas transformé par l'homme. C'est tout simplement du nectar que les abeilles vont butiner sur des fleurs. Et puis ce nectar, il va être ramené à la ruche, les abeilles vont se les passer de bouche en bouche. Il va y avoir tout un travail qui va se faire avec la salive des abeilles. Ça va se transformer en miel. Et puis les petites ouvrières, elles vont stocker ce miel dans des petites cellules dans la ruche. Et après, il va y avoir des ventileuses qui vont enlever toute l'humidité. Et puis quand l'humidité est parfaite, hop, ça va être operculé avec de la cire. Et on a notre miel qui est prêt à être extrait. Okay. Donc c'est un produit où il n'y a pas de transformation chimique. Ce n'est pas chauffé. C'est vraiment, ça part d'une plante, du nectar de fleurs. Et la transformation, c'est que les abeilles qui la font en fait en se le passant comme ça, en séchant. Exactement. On appelle ça la trophalaxie, le fait de régurgiter en quelque sorte ce miel de bouche en bouche, et avec la salive où il va vraiment se transformer en miel qui à ce moment-là est très très liquide, et c'est pour ça qu'on a les ventileuses qui arrivent et qui vont justement faire ce travail pour enlever l'humidité. Et puis quand le taux d'humidité est parfait, il y a un opercule. Il faut savoir que le miel, quand il est operculé, il peut se conserver des dizaines d'années. Ça ne bouge pas, c'est vraiment comme une conserve. D'accord, ok. Et du coup, la cire d'abeille, c'est à ce moment-là qu'on la trouve pour... Alors, la cire d'abeille... ruche est un peu faite en cire d'abeille. Oui, c'est-à-dire qu'avant le miel, bien sûr, il y a la ruche, comment elle est constituée. Donc c'est des, on pourrait dire des cadres, en quelque sorte. Quand je parle de la ruche, dans les ruches qu'on nous... les hommes, on met en place pour les abeilles, mais même dans le milieu naturel, c'est des systèmes de cadres comme ça, sur lesquels les abeilles vont bâtir des petites cellules hexagonales qui sont vraiment parfaites, collées les unes aux autres, donc il y en a plein. Et dans ces cellules, c'est là où elles vont stocker le miel, mais c'est aussi dans ces cellules de cire où il va y avoir la ponte, il va y avoir les larves, il va y avoir aussi le pollen qui est stocké. Donc ces cellules de cire, elles servent de structure. C'est leur habitation. C'est leur habitation. C'est leur béton. C'est leur béton. C'est elles vraiment qui bâtissent toute la structure de leur habitat. Et évidemment, ce qui l'entoure dans le milieu naturel, ça va être par exemple des troncs d'arbres cassés, et puis ça les abrite. Et puis l'apiculteur, lui, généralement, utilise une petite boîte en bois, qu'on appelle la ruche, dans laquelle il y a ces cadres de cire. D'accord. La propolis, dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Alors pour ceux qui ne savent pas forcément, la propolis, on en retrouve beaucoup plus dans le domaine de la santé, en complément alimentaire, ou même pour des pommades, des choses comme ça. Je crois que ça a des vertus très désinfectantes. Oui, antiseptiques. Ouais. Oui. Alors qu'est-ce que c'est à la base? La propolis, on en voit beaucoup à l'intérieur de la ruche. C'est une petite substance au fait résineuse, donc c'est marron, on la reconnaît,
À la base, on peut considérer que la propolis c'est comme le mastic des abeilles, c'est-à-dire que ça va permettre de colmater un peu tous les trous, pour éviter qu'il y ait du vent qui circule, pour éviter qu'il y ait des choses qui rentrent. Voilà. Dès qu'il y a un petit trou d'air, hop, elle colmate et elle produit cette fameuse propolis. Donc la propolis à la base, c'est de la résine qu'elles vont récupérer sur certaines plantes ou certains arbres. Puis ensuite, elles vont la retravailler avec un peu de cire, de la salive, ça va faire cette espèce de mélange. Un peu comme le miel, mais pour un... Oui, après c'est un peu différent. Oui, il y a toujours aussi cette salive qui rejoue dans mais après de la résine à la base, alors que le miel c'est le nectar. Quoi. Exactement, c'est un petit peu différent. Et puis après cette résine, elle devient dure. Et c'est comme ça qu'elle colmate un petit peu les trous. Moi j'ai eu une ruche à un moment qui faisait énormément de propolis. Donc on en voyait, hein, il y avait cette substance résineuse marron un petit peu partout. Je pense que c'était aussi dû au fait que ma ruche elle était dans un endroit où il y avait beaucoup de vent. Et donc tout simplement les abeilles elles protègent et elles n'aiment pas les endroits venteux. Et donc elles mettent cette propolis un peu partout. Et c'est antiseptique, je pense pas pour rien. Probablement que c'est leur mastic et en même temps ça permet d'éviter des maladies, que des choses rentrent à l'intérieur. Ok. Voilà. Ouais, ça les protège, ça garde un environnement sain Exactement. Fait, pour elles. Tous ces produits, les êtres humains les utilisent pour leur consommation. Donc comme tu le disais, on connaît tous assez bien le miel qu'on consomme pour le manger principalement, mais c'est un produit aussi qu'on peut trouver de plus en plus dans des cosmétiques naturels. Oui. La cire d'abeille aussi, on l'utilise pas mal en cosmétique. Je crois qu'il y a certains usages alimentaires aussi. Mais en cosmétique, ça permet de solidifier des huiles, notamment pour faire des baumes ou des choses comme ça. Et ça permet de donner un peu des textures à des produits. Donc n'hésitez pas à aller voir la recette de crème pour le corps et le visage à la cire d'abeille. Et c'est un produit que vous allez pouvoir voir souvent dans les ingrédients de liste cosmétique. La propolis, on va plus la retrouver dans tout ce qui est compléments alimentaires ou des baumes antiseptiques ou des choses comme ça. Donc, on le disait, il y a des ruches qui sont... les abeilles ont un certain fonctionnement pour créer tout ça. Comment, en tant qu'être humain, on fait pour récolter le miel principalement, mais aussi la propolis ou la cire d'abeille? Et est-ce qu'on fait tourner une ruche et puis on remet tout à zéro? Qu'est-ce qu'on fait des abeilles? Enfin, comment on fait en fait pour exploiter ces produits-là en tant qu'être humain? Alors là, dans tous les cas, il faut savoir qu'on parle des abeilles qu'on appelle domestiques, des abeilles mellifères, parce qu'il y a plein d'abeilles sauvages qui ne font pas de miel. Les abeilles, à la base, elles font du miel parce qu'elles stockent pour l'hiver. D'accord. Voilà, c'est un essaim qui vit en colonie, elles stockent pour l'hiver et ensuite... c'est leur nourriture. C'est leur nourriture, exactement. Donc là, on parle vraiment de l'abeille mellifère qui fait du miel. Comment ça se passe? Donc il y a Excuse-moi de t'interrompre, juste du coup, les abeilles sauvages, a priori, si elles vivent dans un endroit où il y a des fleurs toute l'année, elles vont juste consommer ce dont elles ont besoin. Exactement. Donc elles utilisent aussi du nectar. Ouais. Elles consomment du nectar pour leur consommation, mais elles ne le stockent pas. Okay. Le principe de l'abeille mellifère, là, dont on parle, elles font du stock pour l'hiver, pour survivre l'hiver. Parce que pendant l'hiver, elles sont quand même dans la ruche, elles continuent à consommer du miel pour réchauffer la ruche. Il se passe quand même quelque chose, même si les butineuses ne sortent pas dehors dans les fleurs parce qu'il fait trop froid. Elles consomment quand même à l'intérieur et elles permettent à la reine de survivre. Ok. Voilà. Du coup, les abeilles mellifères, elles font du miel pour stocker pour l'hiver, mais comment ça se passe pour que nous on puisse le prélever Eh bien, généralement, alors comment ça se passe pour prélever? Les abeilles, elles ont déjà leur maison, donc la ruche, dans laquelle il y a la ponte. Il y a des cadres avec de la ponte et puis il y a des cadres sur le côté avec du miel. Ça, on n'y touche pas. C'est ce dont elles ont besoin tout le temps en permanence. Ça, vraiment, on n'y touche pas. Par contre, au-dessus de cette ruche, on va mettre ce qu'on appelle des hausses. Donc, c'est des petites boîtes carrées dessus, dans lesquelles il y a aussi des petits cadres. Et là, naturellement, elles vont stocker le miel au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de ponte, quasiment jamais de ponte dans ces hausses. Et donc l'apiculteur, il va regarder à partir du mois de mai, juin, enfin ça dépend un peu de la météo, les cadres, est-ce qu'ils sont remplis, est-ce qu'ils sont operculés, comme je t'expliquais. À partir du moment où c'est operculé, on peut récolter, parce que le taux d'humidité est parfait, on sait que ça ne fermentera pas quand on aura fait nos pots de miel. Et puis après, tout simplement, il va prendre les cadres, il va couper la pellicule d'opercule avec un couteau, des deux côtés.
parce que les cadres, ils sont, en tout cas c'est stocké des deux côtés. Ces cadres vont être mis dans une centrifugeuse qui va tourner. Le miel va sortir des cellules, il va couler, ensuite on va le filtrer dans une passoire. Et quand on a filtré ce miel, on va le mettre dans un maturateur pendant à peu près 3 semaines. Le maturateur, c'est tout simplement une cuve où les impuretés vont remonter. Donc on a souvent de la mousse, des petits morceaux de cire, il y a encore des petites impuretés qu'on écume, on enlève. Et puis après on fait la mise en pot, tout simplement. Donc c'est vraiment, voilà, on ne chauffe pas normalement. Alors peut-être que des fois dans certains pays ça se fait pas bien, ou même peut-être en France, hein, où des fois on chauffe le miel parce qu'il y a des miels qui cristallisent, on a du mal à les sortir des cellules, ça c'est pas bon du tout, parce qu'on perd évidemment toutes les qualités bénéfiques du miel, quoi. Il faut pas le chauffer, il me semble. Non, justement, faut pas. Pour nous, quand on le consomme, faut éviter de le. Je pense qu'il faut éviter de le chauffer. Oui, le miel, ça se mange à température ambiante, non, ça se chauffe pas, parce que sinon on perd vraiment toute la richesse, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, les minéraux, les oligo-éléments, enfin toutes ces choses justement bonnes et naturelles en chauffant. En chauffant, on garde le goût sucré. Et le miel, c'est pas que ça, c'est tout ce que ça peut apporter aussi. Du coup, tu nous disais il y a la structure à la base et les cadres au-dessus sur lesquels on va récolter. Oui. Du coup, la structure, c'est genre une ruche, elle peut rester en place des années. Il faut savoir que les abeilles, celles qu'on voit, hein, c'est les butineuses, elles ne sortent que quand il fait 13-14 degrés. Quand il fait moins, elles ne sortent pas. Quand il pleut, elles ne sortent pas non plus, mais en tout cas l'hiver, non, elles sont bien fermées, elles restent en grappe bien au chaud autour de la reine, parce que la reine c'est elle qui pond, donc si la reine est morte, il n'y a plus d'abeilles. Et donc voilà, elles vont rester comme ça en grappe pendant tout l'hiver. Quand il va commencer à refaire beau, les butineuses vont commencer à sortir, à ramener du nectar, à ramener du pollen. À partir de là, la reine va commencer à pondre, et puis hop, la colonie va grandir à nouveau. Au printemps, il y a énormément d'abeilles dans la colonie, on peut atteindre 50-80 000 abeilles dans la ruche. L'hiver, il y a beaucoup moins d'abeilles, il y en a 30 000 à peu près, donc elles restent vraiment en petit comité. Mais c'est grand comment une ruche? C'est pas très grand. Il y a 50 000 dans un truc comme ça là? Ouais. Ça grouille. C'est vrai que c'est impressionnant à voir, mais non, une ruche c'est pas très grand, hein. C'est comme ça, il faut imaginer avec 10 cadres. Elles sont très nombreuses. Hein. Et puis... Alors après au printemps, aussi les abeilles du printemps, elles vivent pas très longtemps. Les abeilles d'hiver, c'est pas du tout les mêmes abeilles, elles vivent 3 mois. Il y a différents rôles, mais il y a aussi différents rôles au cours des saisons. Oui. Il y a les saisonniers qui arrivent. C'est ça, c'est-à-dire que là, au mois d'août, il y a les abeilles d'hiver qui sont en train de naître. D'accord, Comme au printemps, il y a les mâles qui sont là. Les mâles, ils sont là pour la reproduction, on va dire. Et au mois d'août, même dès le mois de juillet, les mâles, ils ne travaillent pas dans la ruche. Ils n'ont aucune utilité, mis à part la reproduction de reines qu'il peut y avoir un peu partout, de la propre ruche. Donc les mâles, ils sont chassés, ils sont tués, ils sont même découpés. Enfin, c'est assez barbare, hein, on va dire les abeilles et les mâles, qu'on appelle les faux bourdons. Donc déjà, les mâles, ils sont chassés, donc on a déjà moins d'abeilles, et puis tout simplement, il n'y a pas besoin d'autant d'abeilles pour la survie de cette petite grappe d'hiver. Alors du coup, on a le miel qu'on met dans la centrifugeuse. À ce moment-là, j'imagine qu'on récupère aussi la cire d'abeille. Exactement. Peut-être pas toujours récupérée, je sais pas. Pas toujours récupérée, ça dépend. C'est vrai qu'il faut savoir ensuite la retraiter, la cire. Mais effectivement, quand on coupe les cadres, on les coupe à ras, mais il y a toujours des opercules. Enfin, il y a toujours l'opercule en cire qui tombe dans une bassine. Et puis il y a quand même de la cire qu'on peut récupérer comme ça, tout simplement parce qu'on a besoin de couper. Après, il y a des gens qui gardent la cire parce qu'ils savent comment ensuite la filtrer, enlever le miel, parce que c'est pas facile, savoir comment faire. Et puis il y a d'autres personnes qui s'embêtent pas, qui la virent. Hein. Je précise qu'il y a, je crois que c'était au printemps dernier ou c'est cette année? C'était l'été dernier quand on a fait notre récolte. Il y a donc 1 an, Audrey m'a donné des pots de cire. Voilà, qu'on a coupé nos cadres.
effectivement, c'était la cire. Je m'étais dit que je me lancerais dans un DIY de tenter de récupérer ma propre cire d'abeille. Je ne l'ai pas encore fait, mais soyez certains que le jour où je le fais, il y aura vidéo. Voilà. Donc ta cire, elle est toujours pas perdue. Hein, ouais, bah, je sais que c'est voilà, ça se garde tous ces produits-là, donc je la laisse bien. Mais effectivement, la cire, après, elle est pleine de miel, donc il faut savoir vraiment comment. Il y a des techniques hein, pour faire chauffer, il faut mettre de l'eau. Enfin, j'avoue, moi, je me suis jamais lancée dans la réutilisation de cette cire. Mais effectivement, il ne faut pas la gâcher, ça reste un produit assez rare qui vaut aussi cher sur le marché et 100% naturel. Ok, et du coup, industriellement, tu sais pas trop comment... Eh bien non, je ne sais pas du tout dans l'industrie comment ils font. Qu'ils refondent pas les cadres, c'est-à-dire que je parlais de ces cadres qu'on met dans la hausse, là où on récolte le miel. Peut-être que ces cadres, quand ils sont vidés du miel, ils sont totalement refondus pour récupérer la cire. Okay. Parce que nous, nos cadres, on les coupe, mais il reste encore des cellules. Enfin, les cellules, en gros, voilà, il n'y aura pas trop de travail pour les futures abeilles cirières. Donc peut-être qu'ils refondent tout et ça permet d'avoir plus de quantité. Mais en soi, c'est pas grave de faire ça. Et du coup, les abeilles, elles vont refaire le boulot de zéro entre les deux. Elles vont refaire de la cire. Dans tous les cas, il y a des abeilles cirières. Elles sont, c'est une des fonctions qu'elles ont à un moment de leur vie. Et elles ont aussi besoin de faire de la cire, donc ça fait partie du processus. Donc je pense pas que ce soit forcément gênant ça de... Ok, donc je vois comment on peut récolter le miel, la cire d'abeille et du coup la propolis, c'est comme la cire. Alors la propolis, c'est vrai qu'à l'échelle industrielle, pareil, je sais pas trop comment ils font, mais sinon il y a quand même des apiculteurs qui eux souvent, il y a plusieurs techniques. Cette propolis, comme je disais, il y en a un petit peu partout sur le contour de la ruche même. À l'intérieur, donc des fois il y en a, ils grattent, tout simplement ils grattent, c'est une substance assez dure, donc il faut gratter avec ce qu'on appelle j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas voilà, ils grattent avec un ustensile en métal. Sinon il y a une autre technique que les apiculteurs font, c'est que sur donc je parlais de la hausse où il y a les cadres, ils mettent une grille avec des trous, et ils remettent le toit. Les abeilles, automatiquement, vu qu'il y a des trous, elles vont colmater les trous. Okay. Voilà. Donc elles vont colmater les trous avec cette fameuse propolis, et puis après tout simplement l'apiculteur récupère cette grille, il la roule, il la met au congélateur, je sais pas, au moins 24 heures, et quand il la sort, en ouvrant la grille en plastique, ça se casse et ça fait des petits morceaux. D'accord. Sauf que cette propolis elle est très très dure vu que c'est une résine. Donc ensuite il faut la faire macérer dans de l'éthanol à je crois 70 degrés, enfin c'est assez complexe, je trouve. Ouais, ça devient vraiment de la chimie où il faut extraire les trucs. C'est-à-dire qu'il faut faire une macération. Et ensuite, quand c'est macéré, je sais pas trop après comment c'est exploité. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je fais parce que je trouve que c'est pas quelque chose de vraiment très pratique à exploiter. Donc, effectivement, à l'échelle industrielle, je sais pas après comment ils arrivent à partir de ça, à faire des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires. Ouais. Je suis assez curieuse d'ailleurs, je serais curieuse de savoir. Ouais, bah si j'arrive à vous trouver l'info, je mettrai un petit insert dans la vidéo, mais c'est vrai que là, je pense qu'on rentre plus comme typiquement, tu vois, je pense à tout ce qui est parfum, etc., où ça devient un peu complexe d'extraire ce qu'on veut extraire, et du coup, effectivement, on doit utiliser des alcools, avoir des températures, des pressions assez précises pour pouvoir faire sortir ce qu'on veut faire sortir et séparer les produits qui nous intéressent. C'est vrai que la propolis, j'ai vraiment vu plus dans l'univers compléments alimentaires, pharmaceutiques, etc. Donc je pense qu'on est dans du traitement de labo, quoi. Vraiment, ça peut pas être considéré comme de l'exploitation. Non, ça me choque pas trop. Par contre, le miel, oui, c'est de l'exploitation, d'une certaine manière. Parce que c'est un grand sujet, ça, mais oui. Ouais, c'est un grand sujet notamment sur la cosmétique, parce que tout ce qui est miel et cire d'abeille, c'est des produits qu'on voit beaucoup comme mentionnés naturels, mais qui sont clairement pas véganes parce qu'ils sont d'origine animale. Mais du coup, c'est un sujet de est-ce que, selon les visions de chacun, est-ce que c'est éthique ou pas en fait d'utiliser ces produits, sachant que pour le miel, du coup, c'est-à-dire qu'on leur, elles produisent le miel pour leur récolte. Pour elles, oui, à la base pour leur survie, mais on leur enlève, donc elles en font plus. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que d'après l'observation de l'homme depuis des centaines d'années, les abeilles produisent plus qu'elles ne consomment. Donc après, quand on fait de l'apiculture, raisonnée, on peut aussi appeler l'apiculture écologique, et
qu'on n'est pas dans cette envie de rendement, on ne prend pas tout. D'accord. Donc quand je dis on récupère les hausses, on peut aussi ne pas tout récupérer en disant voilà, je laisse 2-3 cadres, comme ça elles ont de quoi manger l'hiver en plus de ce qu'elles ont dans leur maison. Donc je te disais, il y a la ponte et ce qu'il y a dans la maison. Voilà, moi généralement je laisse quelques cadres et je les nourris pas l'hiver. Parce que très souvent ce qui se passe, c'est que les apiculteurs nourrissent les abeilles l'hiver, pas forcément avec du miel, certains le font avec du miel, d'autres le font avec des pains de sucre. Enfin, c'est une espèce de mélange, on appelle ça le candy, donc c'est un mélange de miel avec du sucre, enfin c'est en soi pas très naturel. Ouais. Nos abeilles sont pas censées, en tout cas sont censées avoir de quoi se nourrir l'hiver. Ouais, leur propre miel. Alors peut-être qu'ils vont récupérer tout le miel et un peu les déchets, mélanger ça avec du sucre pour leur donner. C'est des sortes de pain solides. Moi, pendant des années, j'avais appris l'apiculture comme ça, donc je mettais ces pains sur les cadres, je fermais, comme ça je me disais... On t'en voudra pas, Audrey. Je vois que tu veux un petit air, genre je faisais ça à mes abeilles. Non, mais parce qu'en fait, avec le temps, j'ai aussi eu moi ma réflexion en me disant, voilà, qu'est-ce que je pense que c'est bien de faire et pas bien de faire. Je me suis dit, c'est peut-être bien de moins récupérer de miel, et finalement qu'elles aient leur propre miel, c'est un peu comme les traitements, est-ce qu'on traite ou on ne traite pas contre les acariens, les varrois. Et puis voilà, moi l'année dernière, j'ai perdu mes ruches, non pas parce qu'elles n'étaient pas nourries, les cadres étaient pleins de miel, mes abeilles ont disparu, il y a plein de raisons. Ok. Ça c'est un grand sujet aussi, l'effondrement des abeilles. Mais tu as ouvert la ruche et il n'y avait plus rien, plus d'abeilles. Parce que normalement, il y a toute une. À part les butineuses, les autres elles restent dans la ruche, elles sont pas censées. Oui. Donc il n'y avait plus d'abeilles et des cadres de nourriture pleins. Donc elles ne sont pas mortes de faim. C'est pas ça, c'est pas la raison. Il y a eu d'autres raisons parce qu'il y a énormément de problématiques aujourd'hui avec les abeilles. Mais bon, pour pas dévier sur le sujet, on va en parler juste après, qui est très large. L'idéal, c'est effectivement de pas tout prendre aux abeilles non plus, d'en laisser un petit peu. Cette interview était assez longue, du coup j'ai décidé de la couper en deux, voilà, pour en faire 2 vidéos. Et du coup, si le sujet de l'effondrement des abeilles, des abeilles et l'écologie, de l'apiculture urbaine, etc. vous intéresse, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo.